Un milliardaire découvre une ancienne prisonnière dansant pour sa fille paralysée et les agents de sécurité sont déjà en train de sortir leurs armes. « Éloignez-vous de l'enfant immédiatement !» cria Marcus Webb, responsable de la sécurité du manoir Sterling, la main posée sur sa radio. « J'appelle la police. » David Chen, 28 ans, se figea en plein milieu de sa danse, les bras toujours tendus dans une pose ridicule qui, quelques instants auparavant, avait fait rire Emma Sterling, 8 ans, pour la première fois depuis des mois. La jeune fille en fauteuil roulant était assise dans le jardin du manoir, les yeux écarquillés de confusion, tandis que 3 agents de sécurité encerclaient l'homme qui venait de lui rendre la lumière. « S'il vous plaît, je ne faisais rien de mal, » dit David calmement en baissant lentement les mains. « J'essayais juste de la faire sourire. » La voix d'Emma transperça la tension comme un couteau. « Papa, ne les laisse pas l'emmener. Il m'a fait rire. » Depuis le balcon de marbre, le milliardaire James Sterling observait la scène avec un mélange de stupeur et de quelque chose qui ne parvenait pas à nommer. Sa fille, qui n'avait manifesté aucune émotion sincère depuis l'accident de voiture qui avait tué sa mère et l'avait laissée paralysée, agrippait maintenant les bras de son fauteuil roulant, les larmes aux yeux, implorant un parfait inconnu. Mais ce n'était pas n'importe quel inconnu. La vérification des antécédents effectués par Sterling sur chaque personne dans un rayon de 8 km autour de sa propriété avait révélé l'histoire de David Chen, 3 ans à la prison de Riverside pour vol à main armée, libéré 6 mois plus tôt. Un dangereux criminel, selon les rapports. Et pourtant, il était là, faisant rire sa fille avec l'innocence d'un artiste de cirque. David passait devant la propriété Sterling tous les jours depuis 2 semaines en se rendant à son travail au centre communautaire du centre-ville. À chaque fois, il remarquait la petite fille assise seule dans cet immense jardin, le regard vide. Ce spectacle lui rappelait trop sa propre enfance, le vide profond du sentiment d'invisibilité et d'oubli. Aujourd'hui, c'était différent. En passant le portail en fer forgé, Emma l'avait regardé droit dans les yeux. Pas à travers lui, pas au-delà de lui, mais vers lui. À cet instant, David vit quelque chose qui lui transperça le cœur, un enfant noyé dans la solitude, comme lui autrefois. Sans réfléchir, il s'était glissé par une brèche dans la haie, non pas pour voler, ni pour faire du mal, mais simplement pour offrir le peu qu'il pouvait donner. Un sourire, un moment de joie, le genre de cadeau qui ne coûte rien mais qui signifie tout. Ces spectacles de rue, avant sa peine, lui avaient appris à faire rire les gens quand il en avait le plus besoin. Il avait donc commencé par une danse robotique ridicule, puis avait fait semblant d'être un pingouin désemparé, ses mouvements exagérés et ridicules, jusqu'à ce que le rire d'Emma résonne dans le jardin comme une musique que Sterling n'avait pas entendue depuis plus d'1 an. « Monsieur », poursuivit Marcus, la voix de plus en plus agressive, « cet homme a un casier judiciaire. Il s'est introduit sans autorisation sur une propriété privée. Nous devons l'expulser immédiatement. » Sterling se retrouva coincé entre 2 mondes, l'homme d'affaires logique qui aurait dû appeler la police, et le père désespéré qui venait d'assister à un miracle. Pendant des mois, il avait dépensé des millions en thérapie, spécialistes et traitements, sans jamais parvenir à joindre sa fille. Pourtant, cet ancien détenu avait accompli en quelques minutes ce que des armées de professionnels n'avaient pas réussi à accomplir en des mois. Le chef de la sécurité était déjà en train de chercher son téléphone lorsque la voix de Sterling retentit depuis le balcon. « Attendez !» David leva les yeux, croisant le regard du milliardaire pour la première fois. Il y vit de la suspicion, certes, mais aussi quelque chose d'inattendu, de la curiosité. « Comment vous appelez-vous » Appela Sterling. « David Chen, monsieur. Je travaille au centre communautaire de la 5e rue. Je passais juste devant et j'ai vu que votre fille avait l'air triste. Je ne voulais pas faire de mal. » La petite voix d'Emma se joignit à la conversation. « Papa, il danse comme le comique de la télé. Il peut rester un peu plus longtemps, s'il vous plaît ?» Sterling observa la scène en contrebas. Les joues de sa fille étaient rouges d'excitation pour la première fois depuis l'accident. Son dos était droit, ses yeux pétillants. Et la source de cette transformation était un homme que la société avait qualifié d'irrécupérable. Mais Sterling avait appris à ne jamais se fier aux premières impressions, que ce soit en affaires ou dans la vie. Il y avait quelque chose chez ce David Chen qui ne collait pas, quelque chose dans son regard qui suggérait que cette rencontre fortuite n'était peut-être pas aussi fortuite qu'elle le paraissait. Si vous vous demandez comment une rencontre fortuite entre un milliardaire et un ancien détenu pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les secondes chances, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous pour découvrir le dénouement de cette histoire incroyable, car ce que David cache vraiment vous choquera plus que son passé criminel ne le pourrait jamais. La décision de Sterling de laisser David rester 30 minutes supplémentaires a provoqué une onde de choc au sein de son équipe de sécurité, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui grondait à l'intérieur du manoir. James,
As-tu perdu la tête? Le docteur Patricia Hoffman, la psychiatre principale d'Emma, était arrivée pour leur consultation et avait trouvé un condamné en train de divertir sa patiente. Cet homme est un criminel avéré. Vous mettez Emma en danger, pourquoi? Quelques minutes de bonheur mal avisé? Marcus Webb hocha la tête d'un air sombre. Monsieur, j'ai consulté son dossier complet. David Chen, braquage à main armée dans une pharmacie. Arme impliquée. 3 ans à Riverside, un établissement réputé pour héberger les pires délinquants. Ce n'est pas un simple vol à la tire. Cet homme était suffisamment dangereux pour pointer une arme sur des innocents. Mais dans le jardin en contrebas, Emma riait de nouveau tandis que David exécutait un numéro de mime élaboré, faisant semblant d'être enfermé dans une boîte invisible. Son kinésithérapeute, qui peinait depuis des mois à obtenir des réponses même basiques, observait avec stupéfaction les bras d'Emma bouger plus librement que depuis l'accident. « Je me fiche de son casier judiciaire », déclara Emma lorsque son père les rejoignit dans le jardin. « Grâce à David, je me sens à nouveau normal. Pas comme une poupée cassée que tout le monde a peur de toucher. » Les mots frappèrent Sterling comme un coup dur. Sa fille n'avait jamais exprimé aussi clairement ses sentiments face à sa maladie. Pendant plus d'1 an, elle s'était retranchée dans le silence, acceptant les traitements et la thérapie avec la résignation de quelqu'un de bien plus âgé. Maintenant, elle se battait pour quelque chose, quelqu'un qu'elle voulait protéger. David s'agenouilla près du fauteuil roulant d'Emma, d'une voix douce. « Ton père s'inquiète juste pour toi, Emma. Il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il se méfie des étrangers. »« Mais tu n'es plus une étrangère, » dit simplement Emma. « Tu es mon ami. » Marcus prit Sterling à part, d'une voix pressante. « Monsieur, j'ai approfondi mes recherches. Il y a autre chose. Chen n'a pas cambriolé cette pharmacie au hasard. La propriétaire, Madame Chen, porte le même nom de famille. Je pense qu'il y a un lien familial qu'il oublie de mentionner. Et autre chose, il passe devant cette propriété depuis exactement 2 semaines. Tous les jours à la même heure. Ce n'est pas une coïncidence. » Sterling sentit son sang se glacer. Cette rencontre avait-elle été planifiée? David Chen jouait-il un jeu élaboré, utilisant la vulnérabilité de sa fille pour se rapprocher de la famille? Il y a autre chose, poursuivit Marcus. Son travail au centre communautaire, c'est du bénévolat, non rémunéré. Il enseigne la danse à des enfants défavorisés. Il le fait depuis sa libération. Un cas de réhabilitation exemplaire, selon son agent de probation. Trop exemplaire, à mon avis. Interrogé, l'explication de David fut d'une simplicité déconcertante. Madame Chen, à la pharmacie, était ma grand-mère. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. J'ai cambriolé sa pharmacie parce que j'étais désespéré et stupide, et je pensais qu'elle me pardonnerait parce que j'étais de la famille. J'avais tort surtout. Il baissa les yeux sur ses mains, abîmées par des années de travail en prison. Elle est morte pendant que j'étais en prison. Crise cardiaque. L'avocate a dit qu'elle m'avait laissé de l'argent pour des programmes de désintoxication, mais j'ai tout donné aux familles que j'avais blessées pendant mes années d'addiction. Ce travail au centre communautaire ne paie pas, mais il me permet de rester sobre et de donner un but à ma vie. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début ?» demanda Sterling. « Parce que les hommes comme toi entendent vol à main armée et cessent d'écouter. On n'entend pas addiction, désespoir ou tentative de réparation. On entend juste dangereux et on prend sa décision. » La petite main d'Emma se tendit pour toucher le bras de David. « Je suis contente que vous soyez là, même si papa a peur. » Le docteur Hoffman s'avança, sa voix clinique trahissant l'émotion. « Monsieur Sterling, je dois vous informer que cette situation est tout à fait anormale. Permettre à un ancien détenu de continuer à avoir accès à un enfant vulnérable, quels que soient les effets positifs apparents, va à l'encontre de tous les protocoles de sécurité établis. » Mais quelque chose dans la réaction de David attira l'attention de Sterling. Au lieu de colère ou d'une attitude défensive, le jeune homme hocha simplement la tête avec respect. « Elle a raison, monsieur Sterling. La sécurité d'Emma est plus importante que son bonheur. Si ma présence vous met mal à l'aise, je trouverai un autre moyen de travailler. » C'était exactement ce à quoi Sterling ne s'attendait pas, une compréhension totale et une volonté immédiate de se sacrifier pour le bien-être d'Emma. La plupart des gens se seraient battus, auraient argumenté ou auraient tenté de manipuler la situation. David proposait de s'éloigner de la seule chose qui lui avait manifestement apporté autant de joie qu'à Emma. « Non !» Le cri d'Emma était si violent qu'il surprit tout le monde. « Je ne te laisserai pas partir. Tu es la seule personne qui ne me regarde pas comme si j'étais brisé. » Ce soir-là, Sterling était seul dans son bureau, entouré de rapports d'enquête et d'images de surveillance.
Les caméras montraient les promenades quotidiennes de David, toujours au même rythme, ralentissant légèrement lorsqu'il passait devant le jardin. Mais les images révélaient aussi autre chose. David avait laissé des petites fleurs en origami coincées dans les poteaux de la clôture. Des dizaines d'entre elles, pliées à partir de bouts de papier, placées là où Emma pourrait les remarquer si elle regardait d'assez près. Marcus entra avec une dernière information qui changea tout. « Monsieur, j'ai contacté le directeur de Riverside. David Chen était un prisonnier modèle, mais il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit sur les raisons de son incarcération. » Sterling leva les yeux, redoutant une autre révélation. Il n'a pas seulement cambriolé la pharmacie de sa grand-mère, monsieur. D'après le rapport d'incident, il volait de l'insuline. Pas pour la revendre, mais pour un enfant diabétique de son quartier dont la famille n'avait pas les moyens. L'accusation de vol à main armée a été retenue car elle a paniqué lorsque sa grand-mère a tenté de l'en empêcher et a volé un coupe-papier sur son bureau. Il ne l'a jamais pointé sur qui que ce soit, ni menacé personne. Mais la loi ne fait pas de distinction entre les types d'armes. Le rapport dressait un portrait auquel Sterling ne s'attendait pas. Un jeune homme dont le crime résultait d'une compassion mal placée, et non de la cupidité ou de la malveillance. David avait tenté de sauver la vie d'un enfant et avait ainsi détruit son propre avenir. En assimilant cette information, Sterling ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'arrivée de David Chen dans sa propriété n'était pas du tout fortuite. Mais peut-être n'était-ce pas le plan calculé que Marcus redoutait. Peut-être était-ce tout autre chose, le genre de lien improbable qui se crée lorsque deux personnes ayant tout perdu trouvent en l'autre quelque chose qui mérite d'être protégé. Ce que Sterling ignorait, c'est que David cachait un secret bien plus choquant que son casier judiciaire, et que les événements du lendemain révéleraient une vérité qui briserait tout ce que le milliardaire pensait savoir sur la perte, la rédemption et la frontière ténue entre le salut et la destruction. La décision de Sterling d'autoriser David à recevoir des visites surveillées 3 fois par semaine a immédiatement déclenché une contre-attaque de la part de ceux qui ne voyaient que du danger là où ils voyaient de l'espoir. Le docteur Hoffman n'a pas perdu de temps pour mobiliser son réseau professionnel. En quelques jours, Sterling a reçu des appels de psychologues pour enfants, d'assistantes sociales et même d'un juge aux affaires familiales, tous exprimant de graves inquiétudes quant à son jugement. Le message était clair, laisser la situation perdurer, sous peine d'intervention. « Je suis légalement tenu de signaler cette situation », a déclaré le Dr Hoffman à Sterling lors d'une réunion d'urgence. Un criminel condamné qui a accès sans surveillance à un enfant vulnérable viole tous les protocoles que je suis tenu de suivre. J'ai déjà contacté les services de protection de l'enfance par mesure de précaution. Marcus était tout aussi occupé, engageant un détective privé pour enquêter sur le passé de David. « Il y a encore quelque chose qui cloche », insista-t-il. « Prisonnier modèle, bénévolat, parcours de réhabilitation parfait, c'est trop propre. Personne ne change ça complètement sans raison. » Mais tandis que les conseillers de Sterling complotaient pour exclure David de la vie d'Emma, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le jardin. Emma était passée du simple rire aux performances de David à une participation active. Elle s'efforçait de bouger ses bras au rythme de ses danses, ses séances de kinésithérapie montrant une amélioration sans précédent. « En 30 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel », admit le docteur Sarah Martinez, la kinésithérapeute d'Emma, devenue l'allié inattendu de David. Quoi qu'il fasse, il ouvre des voies que nous ne pouvions pas atteindre avec les méthodes traditionnelles. Elle a retrouvé 40% de mobilité supplémentaire dans le haut du corps depuis qu'il a commencé à la consulter. Le docteur Martinez avait été le premier professionnel de santé à observer les séances de David au lieu de simplement les ignorer. Ce qu'elle vit était révolutionnaire. David ne se contentait pas de divertir Emma. Il pratiquait une thérapie par le mouvement sophistiqué, déguisé en jeu. « Vous avez suivi une formation formelle ?» lui dit-elle après une séance. « Ce ne sont pas des danses aléatoires. Vous ciblez des groupes musculaires spécifiques, stimulant des réponses neurologiques précises. Où avez-vous appris cela ?» La réponse de David révéla la première partie de son secret bien gardé. « Mon compagnon de cellule à Riverside était un ancien spécialiste en danse-thérapie. Il purgeait une peine pour fraude à l'assurance. Il m'a appris tout ce qu'il savait sur le mouvement et la guérison. Ce savoir était la seule chose qu'on ne pouvait pas lui confisquer en prison. Mais l'enquêteur privé de Marcus avait découvert quelque chose qui rendait les connaissances thérapeutiques de David insignifiantes. La pharmacie de sa grand-mère, rapporta l'enquêteur. Ce n'était pas n'importe quel magasin. Il était spécialisé dans les médicaments pédiatriques et le matériel de rééducation. David Chen a grandi entouré d'équipements médicaux et de protocoles thérapeutiques. Il en sait plus sur la guérison des enfants qui ne le laissent paraître. Cette révélation jeta un autre regard sur la présence de David.
Ce n'était pas un ex-détenu qui débarquait par hasard dans la vie d'Emma, c'était quelqu'un qui connaissait précisément ce dont elle avait besoin. Lorsque Sterling l'a confronté, la réponse de David a été d'une honnêteté dévastatrice. Je n'ai pas cherché Emma par hasard. Je fais des recherches sur la guérison des lésions de la moelle épinière depuis la mort de ma grand-mère. Elle a laissé derrière elle des cartons remplis de manuels médicaux et de thérapies. Je les ai étudiés en prison, espérant comprendre pourquoi je n'avais pas pu sauver l'enfant diabétique décédé 3 mois après mon arrestation. Le poids de cette confession pesait sur Sterling comme du plomb. David n'était pas seulement allé en prison pour vol d'insuline. Il avait échoué à sauver l'enfant qu'il avait tenté d'aider. Emma me rappelle Miguel, a poursuivi David, la voix légèrement brisée. Même âge, même regard impuissant. Je ne peux pas ramener Miguel, mais je peux peut-être aider Emma à aller de l'avant. Le docteur Martinez est intervenu comme médiateur. James, ce que David a accompli avec Emma en 3 semaines surpasse une année de thérapie conventionnelle. Ces méthodes sont peut-être peu orthodoxes, mais elles reposent sur des principes thérapeutiques légitimes. Cependant, le docteur Hoffman avait préparé son assaut final. Elle est arrivée à la résidence munie d'une ordonnance du tribunal pour une évaluation psychologique d'Emma et de David, appuyée par l'autorisation des services sociaux de retirer Emma du foyer si elle jugeait l'environnement dangereux. Cela se termine aujourd'hui, a-t-elle annoncé. Je ne permettrai pas qu'un enfant soit exploité au nom de la culpabilité mal avisée d'un homme et de l'espoir désespéré d'un autre. Mais alors que le docteur Hoffman s'apprêtait à séparer David et Emma, elle n'avait pas anticipé l'alliance qui se formait contre elle. Le docteur Martinez avait documenté chaque séance, étayant médicalement les méthodes de David. Les progrès d'Emma étaient indéniables, mesurables et révolutionnaires. Plus important encore, elle n'avait pas anticipé Emma elle-même. Je ne vous accompagnerai pas, a déclaré Emma lorsque le docteur Hoffman lui a expliqué le processus d'évaluation. David m'aide à aller mieux. Tu veux juste me remettre dans cette pièce calme où rien ne change. Pour la première fois depuis l'accident, Emma Sterling fit preuve d'une véritable résistance, non pas avec la complaisance d'une enfant traumatisée, mais avec la détermination farouche de quelqu'un qui se bat pour quelque chose de précieux. Ce soir-là, David était assis seul au centre communautaire, entouré de papiers origami et de revues médicales qu'il étudiait depuis des mois. Son plan commençait enfin à se préciser, mais il nécessitait un timing parfait et une confiance de Sterling potentiellement impossible à gagner. Il sortit un carnet usé rempli d'observations détaillées sur l'état d'Emma, ses schémas de réaction et son potentiel de guérison. Chaque page représentait des heures de recherche, comparant son cas à des guérisons documentées de blessures similaires. Il ne s'agissait pas seulement de danse thérapeutique, mais d'un programme de rééducation soigneusement orchestré qui pourrait potentiellement restaurer complètement la mobilité d'Emma. Mais mettre en œuvre son plan nécessiterait de révéler toute la vérité sur les raisons de sa venue au domaine Sterling, et cette vérité était suffisamment dangereuse pour détruire la confiance fragile qu'ils avaient bâtie. Alors que David se préparait pour ce qui pourrait être sa dernière séance avec Emma, il ignorait que l'enquête du docteur Hoffman avait révélé le secret qui pouvait transformer tout ce qu'il avait construit en son arme la plus puissante ou en sa destruction totale. Les prochaines 24 heures allaient déterminer si ces plans soigneusement élaborés sauveraient l'avenir d'Emma ou révéleraient une tromperie qui briserait à jamais la famille Sterling. L'évaluation ordonnée par le tribunal était prévue pour 9 heures, mais à 8h47, tout ce que Sterling pensait savoir sur David Chen vola en éclats. Le docteur Martinez fit irruption dans le bureau de Sterling, serrant un dossier qui tremblait dans ses mains. « James, vous devez voir ceci immédiatement. J'ai comparé les techniques de David avec des recherches publiées et j'ai trouvé quelque chose qui change tout. » Elle étala des revues médicales sur son bureau, désignant les noms des auteurs surlignés en jaune. Dr David Chen, spécialiste du mouvement pédiatrique. Chercheur publié. Il a rédigé la moitié des protocoles thérapeutiques que j'utilise avec Emma. Sterling contempla les publications, l'esprit troublé. C'est impossible. David Chen est un ancien détenu, pas un médecin. La même personne, insista le docteur Martinez. J'ai vérifié les photos, les informations biographiques, tout. David Chen n'était pas n'importe quel criminel. C'était l'un des plus grands experts du pays en matière de rétablissement des enfants victimes de lésions médulaires avant son arrestation. Les implications frappèrent Sterling comme un coup dur. L'homme qu'il traitait comme un dangereux ancien détenu était en réalité l'auteur de thérapies révolutionnaires qui avaient aidé des milliers d'enfants. Et il avait appliqué son expertise à Emma en se faisant passer pour un simple artiste de rue doté d'un talent naturel. Mais avant que Sterling puisse digérer pleinement cette révélation, Marcus arriva avec une nouvelle qui ébranla ce qui restait de ses suppositions. « Monsieur, le détective privé a découvert quelque chose au sujet du docteur Hoffman. Elle a reçu des paiements de Secure Care Insurance, l'assurance invalidité d'Emma.
Des paiements substantiels, monsieur. La même compagnie qui profite financièrement du fait qu'Emma reste invalide à vie. Les pièces du puzzle se mirent en place avec une clarté terrifiante. Le docteur Hoffman n'avait pas protégé Emma de David, elle avait protégé sa propre situation financière en empêchant sa guérison. Les mains de Sterling tremblaient lorsqu'il appela son avocat. « J'ai besoin de vous immédiatement. Et apportez tout ce que vous avez sur les affaires de fraude à l'assurance. » Pendant ce temps, dans le jardin, le docteur Hoffman procédait à ce qu'elle croyait être son évaluation finale, inconscient que sa tromperie soigneusement construite s'effondrait autour d'elle. « Emma, j'ai besoin que vous essayiez de bouger vos jambes pour moi, » ordonna-t-elle d'une voix cliniquement détachée. « Comme toujours. »« Je ne peux pas, » répondit Emma machinalement, la réponse que le docteur Hoffman l'avait conditionnée à donner au cours de mois de séances visant à renforcer son impuissance plutôt qu'à encourager les progrès. David observait à la distance restreinte imposée par le docteur Hoffman, les poings serrés, reconnaissant les subtiles techniques de manipulation qu'elle employait, des méthodes conçues pour réprimer les instincts naturels de guérison d'Emma plutôt que de les nourrir. C'est alors que David fit son choix. Si son secret devait être dévoilé, ce serait à ces conditions. « Emma », lança-t-il d'une voix autoritaire, habituée au milieu médical. « Souviens-toi de ce qu'on a fait hier. L'exercice des voies neurologiques. Montre au docteur Hoffman que tes réflexes se sont améliorés. » Le docteur Hoffman se retourna, le visage pâle. « Vous n'avez aucune autorité pour interférer avec cette évaluation. »« En fait, si. » David s'avança et sortit une carte plastifiée qu'il avait cachée depuis son arrivée. « Docteur David Chen, kinésithérapeute pédiatrique agréé. Mes qualifications ont été suspendues pendant mon incarcération, mais jamais définitivement révoquées. Et en tant que thérapeute consultant d'Emma, j'ai parfaitement le droit d'être présent lors des évaluations. » Le jardin se tut, à l'exception de la respiration haletante d'Emma. « Vous êtes vraiment médecin? »« Je l'étais. Je le suis. Je n'ai jamais cessé de l'être, Emma. Même en prison, j'ai continué à essayer d'aider les enfants comme vous. » Le docteur Hoffman perdit son sang-froid. « C'est irrégulier. Son casier judiciaire le disqualifie de... »« De quoi ?» La voix de Sterling résonna dans le jardin tandis qu'il s'approchait avec le docteur Martinez et son avocat. « D'avoir aidé ma fille à se rétablir grâce à des techniques qu'il a inventées? D'avoir accompli en quelques semaines ce que vous n'aviez pas réussi à accomplir en plus d'1 an? » Sterling se tourna vers le docteur Hoffman, et son expression ne ressemblait à rien de ce que David avait jamais vu, la fureur froide d'un homme puissant qui avait découvert la trahison. « Nous sommes au courant pour les paiements d'assurance, Patricia. Nous savons que vous avez délibérément entravé les progrès d'Emma pour maintenir son statut d'invalidité. Nous savons tout. » Le visage du docteur Hoffman devint blanc. « C'est totalement infondé. Mes méthodes de traitement sont conçues pour empêcher la guérison et non pour la favoriser, » interrompit le docteur Martinez, s'avançant avec ses propres preuves. « J'ai documenté chaque séance depuis que David a commencé à travailler avec Emma. Ses progrès se sont accélérés de façon exponentielle. Sous vos soins, elle n'a montré pratiquement aucune amélioration malgré des blessures qui répondent généralement bien à une thérapie appropriée. » La voix d'Emma, faible mais claire, coupa court aux arguments des adultes. « Le docteur Hoffman m'a toujours dit que je ne remarcherais plus jamais. Elle m'a dit que je devais accepter d'être différente. Mais David m'a dit que je pouvais devenir plus forte. » La simplicité de cette déclaration avait plus de poids que n'importe quel témoignage médical. Un enfant reconnaissant la différence entre quelqu'un qui nourrissait l'espoir et quelqu'un qui le détruisait. L'avocat de Sterling s'est avancé avec des documents. « Docteur Hoffman, une ordonnance de cessation et d'abstention vous a été signifiée concernant tout traitement d'Emma Sterling. De plus, nous déposons des plaintes officielles auprès du conseil médical concernant vos protocoles de traitement et vos arrangements financiers avec les assureurs. » Alors que la sécurité escortait le docteur Hoffman hors de la propriété, elle se retourna, la voix vengeresse. « Vous le regretterez, Sterling. Cet homme est toujours un criminel, médecin ou pas. Il finira par vous décevoir. » Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd, car Emma montrait déjà l'étendue de sa guérison. Sous les doux encouragements de David, elle agrippa les accoudoirs de son fauteuil roulant, lentement et délibérément, se redressa, pas seulement partiellement, comme elle l'avait fait quelques semaines auparavant, mais complètement debout, les jambes tremblantes mais supportant son poids. « Papa, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux, « je peux me tenir debout. Vraiment. » David s'agenouilla près d'elle, les yeux humides. « Tu as toujours pu te tenir debout, Emma. Il fallait juste que quelqu'un y croie. »
Sterling regarda sa fille faire ses premiers pas hésitants depuis l'accident, soutenu par l'homme qu'il avait failli repousser par préjugés et par peur. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait dépensé des millions pour demander de l'aide auprès d'institutions prestigieuses, alors que la réponse se trouvait devant son portail chaque jour, trop humble pour annoncer ses qualifications. Alors qu'Emma faisait un autre pas hésitant, David croisa le regard de Sterling. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans son expression, aucune satisfaction d'être justifié. Un soulagement discret. La vérité était enfin révélée et Emma pouvait poursuivre sa convalescence sans interférence. Mais malgré cette victoire, une question restait sans réponse. Pourquoi David avait-il caché son identité si longtemps, et quels autres secrets avait-il gardés depuis le premier jour où il s'était glissé entre les mailles du filet? La réponse prouverait que parfois, les transformations les plus profondes surviennent non pas lorsque l'on trouve ce que l'on cherche, mais lorsque l'on découvre que l'on cherchait la mauvaise chose. 6 mois plus tard, Emma Sterling faisait ses premiers pas sans aide sur la scène du gala de la Children's Recovery Foundation, marchant vers le micro avec l'assurance de quelqu'un qui avait surmonté des obstacles insurmontables. « Je m'appelle Emma Sterling », commença-t-elle d'une voix claire et forte. « Il y a 1 an, je pensais ne plus jamais marcher. Aujourd'hui, je veux vous présenter l'homme qui m'a appris que la guérison ne se résume pas à la médecine. Il s'agit de croire que quelqu'un voit votre potentiel quand vous ne le voyez pas vous-même. » David se tenait dans les coulisses, non plus l'ancien détenu incertain qui s'était glissé entre les haies du jardin, mais le docteur David Chen, fraîchement réintégré et directeur du Sterling Institute for Pediatric Recovery, un établissement de pointe entièrement financé par la fortune personnelle de James Sterling. La transformation avait commencé le jour où Sterling avait enfin posé à David la question la plus importante. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais dès le début ?» La réponse de David avait été d'une simplicité déconcertante. Parce que le docteur David Chen a échoué. Il a laissé l'orgueil et le désespoir le transformer en criminel. David, l'artiste de rue, a réussi là où le médecin avait échoué. Il a redonné le sourire à un enfant. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir qui l'on est destiné à devenir. Le Sterling Institute était devenu un modèle pour les familles dont les enfants étaient confrontés à des guérisons apparemment impossibles. L'approche révolutionnaire de David, combinant des techniques thérapeutiques avancées avec la joie, le jeu et une véritable connexion humaine, avait obtenu des taux de réussite qui avaient stupéfié la communauté médicale. La chute du Dr Hoffman avait été rapide et totale. L'enquête sur la fraude à l'assurance a révélé des années de négligence délibérée dans la progression des patients dans de nombreux dossiers. Sa licence médicale a été définitivement révoquée et elle a fait face à des accusations fédérales qui l'auraient probablement condamné à une longue peine de prison. Plus important encore, des dizaines d'enfants auparavant sous sa garde ont été transférés à des spécialistes qui souhaitaient réellement leur guérison. L'ironie de la justice, avait observé Sterling, est que son avidité à maintenir les enfants handicapés a finalement permis à davantage d'enfants handicapés de recevoir l'aide dont ils avaient réellement besoin. Marcus Webb, initialement le plus farouche adversaire de David, était devenu l'un de ses plus fidèles alliés après avoir été témoin de la transformation d'Emma. « J'ai été engagé pour protéger la famille de M. Sterling », avait-il expliqué à David lors de leur première véritable conversation. Je n'avais simplement pas réalisé que parfois, la protection consiste à laisser entrer les bonnes personnes, et non à exclure tout le monde. Le docteur Martinez avait été promu chef du service de thérapie pédiatrique du nouvel institut, où elle travaillait directement avec David pour former d'autres professionnels à son approche intégrée. La médecine traditionnelle traite les symptômes, répétait-elle souvent à ses étudiants. David prend soin de l'enfant dans sa globalité, corps, esprit et espoir. Mais la transformation la plus profonde avait été Sterling lui-même. Le milliardaire, qui mesurait autrefois le succès uniquement en termes financiers, avait découvert que sa plus grande réussite n'était pas une simple affaire, mais le rire de sa fille qui résonnait dans leur maison chaque soir. « Papa, veux-tu danser avec moi ?» était devenue la question préférée d'Emma, et Sterling, qui n'avait jamais dansé de sa vie, se surprit à apprendre des mouvements farfelus de David juste pour la voir sourire. Les fleurs en origami que David avait autrefois déposées secrètement dans la clôture étaient devenues une tradition. Emma les pliait désormais elle-même, les laissant un peu partout dans l'institut pour que d'autres enfants puissent les trouver, perpétuant ainsi la chaîne de petits cadeaux qui rappelaient à tous que la guérison commence souvent par les plus petits gestes d'espoir. Lors de la cérémonie de clôture du gala, Sterling prit le micro pour prononcer un discours qui serait repris dans les écoles de commerce pendant des années. Je pensais que la richesse consistait à accumuler ce que les autres ne pouvaient pas avoir. J'ai appris que la vraie richesse consiste à donner aux autres ce qu'ils pensent ne pas pouvoir réaliser. David Chen a permis à ma fille de remarcher. Mais surtout, il a appris à notre famille que les secondes chances ne se résument pas à pardonner le passé. Il s'agit de croire en un avenir qui semble impossible.
Sous les applaudissements de l'auditorium, David a repensé au chemin qu'il avait mené de sa cellule de prison à ce moment précis. Miguel, l'enfant diabétique qu'il n'avait pas réussi à sauver, aurait eu 14 ans aujourd'hui. David ne pouvait pas le ramener à la vie normale, mais chaque enfant qui remarchait à l'Institut Sterling honorait sa mémoire. Emma, aujourd'hui âgée de 9 ans et prête à retourner à l'école, avait posé à David une question profonde la semaine précédente. « Penses-tu avoir dû aller en prison pour devenir celui que tu étais censé être ?» La réponse de David l'avait lui-même surpris. Parfois, nos plus grandes erreurs deviennent nos plus grandes qualifications. J'ai dû complètement renoncer à mon ancienne vie pour reconstruire quelque chose de meilleur à partir de rien. La soirée s'est terminée avec Emma démontrant ses progrès de récupération, exécutant une routine de danse simple qu'elle avait elle-même chorégraphiée, une routine qui incorporait tous les mouvements idiots que David lui avait appris lors de ses premières séances de jardinage, maintenant raffinés en quelque chose de beau et de fort. Alors que la foule lui faisait une standing ovation, Sterling posa sa main sur l'épaule de David. « Merci de m'avoir appris qu'embaucher les meilleures personnes signifie parfois regarder au-delà de leur curriculum vitae pour voir leur cœur. » David sourit, regardant Emma s'incliner gracieusement devant le public applaudissant. Elle en a toujours été capable, Monsieur Sterling. Elle avait juste besoin que quelqu'un croie que c'était possible. L'histoire du Sterling Institute s'est répandue à travers le pays, inspirant d'autres familles à regarder au-delà des limites traditionnelles et à chercher l'espoir dans des endroits inattendus. L'approche de David, traiter l'enfant, et pas seulement la maladie, est devenue une nouvelle norme de soins qui a révolutionné la médecine pédiatrique de convalescence. Mais l'impact le plus durable a peut-être été plus simple que n'importe quelle avancée médicale. Le rappel que la rédemption est toujours possible, que les secondes chances peuvent transformer à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, et que parfois la guérison la plus profonde se produit lorsque nous cessons d'essayer de réparer ce qui est brisé et commençons à célébrer ce qui est encore entier. Emma Sterling a réappris à marcher, mais sa véritable victoire a été d'enseigner aux adultes autour d'elle que le rétablissement ne consiste pas seulement à retrouver ce qui a été perdu, il s'agit également de découvrir une force dont vous ignoriez l'existence. Si cette histoire de seconde chance et de guérison inattendue a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies incroyables qui prouvent le pouvoir de l'espoir, de la rédemption et de la croyance en l'impossible lorsque tout le monde a abandonné.